Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourrez me confirmer sur le chat si on m'entend bien? Nickel. Alors je sens que pour certains ça va être perturbant parce que je commence pas avec une introduction pétaradante, avec des blagues de début de stream, en charriant le chat. Non. On va pas faire ça parce que le sujet est beaucoup trop sérieux et grave pour être pris à la légère. Le 3 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, France 2 décide de reprogrammer Tu ne tueras point. Téléfilm produit et scénarisé par l'acteur Samuel Le Bihan, en 2022, qui tient le rôle principal. Le problème, c'est que le téléfilm aborde le sujet d'un avocat qui a comme cliente une mère ayant tué son enfant autiste. Le téléfilm étant réalisé en 2022, ce n'est pas anodin, puisque quelques années plus tôt, l'affaire Anne Ratier, cette femme qui a tué son enfant polyhandicapé de 3 ans, avait secoué la presse nationale. Donc un fait divers qui avait... Un fait divers, on ne peut pas vraiment parler de fait divers. Une histoire tragique qui avait inspiré en partie le synopsis. L'action de France 2 a provoqué un tollé sur la toile, sur les médias. Beaucoup ont reproché à France 2 et Le Bihan de faire l'apologie des infanticides eugénistes. Et parmi ces personnes-là, 2 personnes m'ont contacté en message privé en me demandant d'organiser un radio dojo sur le sujet. J'ai longtemps hésité avec mon équipe de modération en nous demandant s'il fallait maintenir ce numéro, parce que c'est un sujet très glissant, qui touche au sacré, parce que touchant à la vie humaine. Et finalement, par souci de liberté d'expression et de pluralité, qui sont 2 principes sur lesquels se sont construits Radio Dojo, on a décidé de maintenir l'émission. Parmi les autres principes qui ont été promenés par Radio Dojo depuis sa création, c'est la résilience, l'abnégation et par là même l'importance et la valeur de la vie humaine. C'est pourquoi il est hors de question de cautionner, de minimiser ou de faire l'apologie de la suppression d'une vie humaine, quelle qu'elle soit. Cependant, la psychologie humaine ayant sa complexité propre, il est hors de question également d'émettre des jugements hâtifs, que ce soit à l'égard d'un camp ou de l'autre. Ce n'est pas le but de Radio Dojo ce soir, que ce soit clair, net, précis et concret. Le but de Radio Dojo ce soir, c'est de comprendre qu'est-ce qui a pu mener aux drames qui sont évoqués par le téléfilm et par sa polémique. Qu'est-ce qui peut mener à ces drames-là? Et surtout, essayer de comprendre la racine de ce mal, pour faire en sorte à ce que ces drames, justement, ne se reproduisent plus. Je tenais à faire ce disclaimer, cet avertissement de début de live, parce que c'était important pour la suite. Je vous remercie d'avance de votre compréhension, et sur ce, on peut débuter. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Je vous demande d'accueillir la vidéaste Angie Breshka et son ami Kazuo Lakitorai. Bonsoir à vous. Bonsoir. Salut. Comment vous allez? Stressé. Ah, attends. Je vous le fais pas dire. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. On attend. On attend. Le téléphone qui sonne au mauvais moment. Désolé. Mets-le en silencieux au pire. Mets-le en silencieux. Ah, mais on sent que c'est pas mon domaine. Voilà, mais oui, un peu stressé de mon côté. Et de ton côté, Angie? Plus calme parce que c'est pas mon premier live aussi. Et finalement surtout fatigué, quoi. Fatigué? D'accord. Ouais, pour des événements externes. Voilà. Par contre, Kazuo, est-ce que tu pourrais couper ton micro lorsqu'il y a des bruits parasites parce que ça perturbe le confort de l'auditeur? Ça va être très compliqué, je vais essayer, parce que le problème c'est que il a fallu qu'on soit dans la même pièce en fait. Je vais essayer. Au pire, tu fais un push-to-talk. Désolé aux auditeurs de Radio Dojo, c'est imprévu dernière minute. Bon, déjà, on va commencer déjà en te posant une petite question, Angie, parce que j'ai un peu
farfouiller ta chaîne et je me suis rendu compte qu'au départ, tu étais plutôt axé pop culture sur ta chaîne, avec notamment un format qui s'appelait Biofic. Intéressant dans Tu ce remontes concept. très loin. Hein? Tu remontes très loin là. Et excuse-moi de m'intéresser. Hein. Et aussi, il y a des vidéos sur... De quoi? De quoi? Angie? Non, non, j'ai rien dit. Ok. Et aussi, il y a une vidéo sur j'ai vu même une vidéo de vulgarisation sur les tortues de mer. Bref, comment tu es passé de ce contenu-là à un contenu axé sur l'autisme? Bah, tout simplement parce que ça m'a concernée. J'ai été diagnostiquée assez tard, à 22 ans. Et bah, quand j'ai été diagnostiquée, je me suis rendu compte que je voulais en parler et que je voulais donner des armes que moi, je n'avais pas eues à l'époque où j'en avais besoin à d'autres personnes. Donc c'est juste parti d'une envie d'aider les autres et de d'autres personnes qui m'ont poussé à faire ça à l'époque. Et voilà, tout simplement. Oui, parce que c'est vrai que moi, je me posais la question parce qu'on peut être autiste et pas forcément vouloir faire un contenu axé Oui. sur l'autisme. Je pense notamment au petit Astro, il fait pas du contenu sur l'autisme. Oui, oui, clairement. D'accord. Et ça a été difficile pour toi de faire ce revirement ou ça a été au contraire une libération? Ni l'un ni l'autre, ça a été très naturel en fait. D'accord. Remarque, c'est pas plus mal. Oui. Et aujourd'hui, bah, plus ça va, plus je me dis que je vais faire d'autres concepts autour des tortues, du coup. Voilà. Plus ça va, plus quoi? Plus ça va, plus je me dis que je veux ouvrir une autre chaîne YouTube sur les tortues. T'es passionné par les tortues de mer? Les tortues de terre, pardon. Les tortues en général. Les tortues en général. Est-ce que c'est vrai, cette phrase qu'on entend dans ce film d'animation qu'on a adoré quand on était gamin, Le Monde de Nemo, où Marin dit « J'ai rencontré des tortues de mer et l'une d'elles m'a dit qu'elle avait 150 ans ». Réalité scientifique ou gros bullshit? Ça peut arriver. D'accord. Si tu veux une anecdote par rapport à ça, on a découvert, entre guillemets, l'une des plus vieilles tortues du monde qui s'appelle Jonathan, qui vit sur l'île de Napoléon. Sainte-Hélène? L'île de Sainte-Hélène, Oui, c'est ça? Sainte-Hélène. Et on sait pas quel âge il a, mais on estime qu'il a plus de 200 ans. Et c'est une tortue géante, une Adabrachilis. Bah écoute, pourquoi pas un autre jour pour un sujet sur les tortues, ça peut être intéressant. Quand tu veux. À voir, hein, qu'est-ce que vous en pensez, la modération? Ça peut être intéressant. On verra. De toute façon, il y a plein d'autres sujets planifiés. Et du coup, il y a Casio. Alors toi, par contre, Casio, tu es plus discret. Parce que j'ai mené mes recherches. Tu as un Twitter qui est assez varié, comme le mien. C'est pas une critique. Un Facebook qui est inactif. Et tout ce que je retrouve sur toi, c'est une page... Attends, c'était quoi ça? Je connaissais pas. Amilova. Un compte Amilova. Pourquoi autant de discrétion sur ton taf? J'aime pas les gens. Ah, c'est mal barré. Voilà. Non, C'est mal barré. plus sérieusement, moi j'ai été diagotiste sur le tard, mais dans les faits, c'est un peu l'arbre, c'est un peu la forêt qui était cachée par l'arbre, parce qu'en fait, quand je regarde, j'ai énormément d'éléments qui hurlaient autiste, et entre autres, tous les troubles liés à la sociabilisation. Et sur Internet, ça se voit dans le sens où je suis pas sociable, même sur Internet. Ça me pose des problèmes dans le travail, d'ailleurs. Mais c'est une partie, effectivement, de mon comportement. Je suis pas très fan des gens. Je suis très discrète. C'est marrant que tu parles de sociabilité parce que j'en avais discuté avec Thomas de Infora, que vous connaissez sans doute, avec qui j'ai eu des discussions sur le sujet. Il m'avait dit que lui-même, il n'avait pas ce problème de sociabilité que peuvent rencontrer certains. Donc, moi, c'est terrible. Non, mais c'est intéressant, ça prouve qu'il y a vraiment une pluralité. Quand on dit il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes, c'est pas une phrase, c'est pas une petite phrase qu'on lâche comme ça, c'est une réalité, quoi. Ah oui, oui. Rien que dans ma famille, parce que moi, mon frère est autiste, autiste sévère, concrètement. Et rien que dans ma famille, quand je me compare à mon frère, à ce qui était ma grand-mère, qui elle l'était probablement, elle n'a pas été diagnostiquée, mais on pense qu'elle l'était. Rien que nous trois, en fait, on est très très différents dans l'expression de notre autisme, en fait. Donc oui, la phrase résume très bien. Il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Alors, du coup, on va remonter un peu dans le temps. Le mois dernier, alors que j'étais en train de préparer l'émission avec Rougeron, qui a eu une excellente réception, je remercie tous ceux qui ont
qui ont apporté énormément de soutien à Radio Dojo depuis cette émission-là. Je reçois un message de ta part, Quaso, qui me dit écoute, il faut qu'on parle de la bourde de France 2 sur l'autisme, de ce téléfilm-là, etc. Bon, j'ai quand même pris la peine de regarder le téléfilm pour me faire un avis avant l'émission. Avis que je ne donnerai pas parce que c'est pas le but. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a tant rebuté. Je pense que ça va avoir la réponse, mais c'est pour l'audience. Angie, je te laisse commencer peut-être. Oui, alors, je sais pas comment tu veux le prendre, si c'est sur le sujet du film ou le film lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Alors, on va parler du contexte de France 2, vu que c'était surtout ça qui visiblement en a échauffé plus d'un. Parce que le téléfilm daté de 2022, il est pas nouveau, mais c'est son implication dans l'actu qui a gêné. Exactement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Ah, c'était pas le 3 ? Je pensais que j'étais persuadé que c'était... Autant pour moi. Désolée, j'ai pas tiqué d'ailleurs quand tu nous l'as lu, mais oui, du coup, c'est le 2. Et du coup, le lendemain, donc le 3 avril, pour cette occasion, France Télévisions, et donc France 2, a la très bonne idée de sortir un film, de diffuser un film pour la première fois en France. Il a déjà été diffusé en Belgique, de mémoire, qui, en fait, raconte l'histoire d'un meurtre autour d'un enfant autiste assassiné pour son autisme. Et du coup, forcément, quand tu diffuses ça, surtout en plus pour la journée mondiale de l'autisme, ben, ça passe pas. Mais dans le téléfilm, il dit que c'est pour son autisme qu'il a été tué ? Alors, vas-y, Kazo. dans le téléfilm, en fait, ça serait techniquement, je pense que ça serait plus le polyhandicap, donc le fait que la petite fille est décrite comme étant, je crois, épileptique, Ouais, pathologie avec associée. Pathologie oui, associée. pathologie associée, des troubles moteurs, enfin que c'est ce qu'on appelle un cas complexe à ultra complexe. Et effectivement, c'est clairement le côté justement très complexe avec une abandon totale de soins et de suivi. Enfin, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais Oui. c'est la gravité des symptômes de cette petite fille qui ont fait effectivement qu'elle a été tuée par sa mère. Alors que c'est peut-être un peu moins l'autisme en fait. Ils ont utilisé l'autisme dans la promotion, je pense que parce que c'était justement la journée mondiale de l'autisme. Mais dans les faits, je pense que dans le contexte général de l'histoire, le contexte intradiégétique, désolé pour le terme, de l'histoire, ce qui à mon avis a motivé le passage à l'acte de la mère, c'est davantage l'ensemble de tous les troubles que la petite fille combinait avec elle, entre elles. Je vais y arriver. C'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que l'avait présenté Samuel Le Bihan, parce que j'ai omis un élément important, c'est que Samuel Le Bihan a lui-même une fille autiste. Oui. Ça aussi, ça a beaucoup fait discuter. Oui, ça se ressent dans le film à certains moments. Mais il y a d'autres moments. C'est un sujet quand même très très vaste. En tout cas, la communication qu'on a eue qui a provoqué toutes les réactions avant de sortir du film pointait surtout l'autisme de l'enfant. D'ailleurs, l'enfant n'était même pas nommé par un prénom. La communication parlait de l'autiste assassiné, déjà, c'est très classe. Et du coup, bah, ça a tout focus là-dessus elle a été tuée pour son autisme. C'est étonnant. Alors, je vous avoue que j'ai pas suivi la promotion autour de ça. J'ai vraiment appris la polémique par Casio, par ce message privé qu'il m'envoie. J'entends ta voix, je genre au masculin, c'est compliqué, c'est particulier. Tu peux, c'est pas un problème pour le coup, comme je disais, vous me genrez comme vous le voulez. Ouais. Je préfère le masculin sur Internet pour des raisons de tranquillité. Comme je disais, je n'aime pas les gens. En fait, ton handicap, Casio, c'est pas l'autisme, c'est la misanthropie. Ah, total. Non, mais total. Je suis misanthrope. Je pense que je suis une misanthrope au dernier degré. Alors, petite réponse. Alors, plus ça va, plus je préfère les animaux aux gens. Au moins, les animaux, quand ils te donnent de l'affection, tu sais qu'elle est sincère et t'as pas à te poser des questions sur est-ce qu'il y a un truc derrière. Pour citer Pierre Desproges, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, plus je connais les femmes, moi j'aime ma chienne. Alors c'est très beauf, mais ça m'a fait rire. Alors petite question, alors petite réponse à Oro. Alors comment tu peux avoir une fille autiste et produire un film sur l'affaire Anne Ratier? Alors attention. Il s'inspire de l'affaire Anne Ratier, mais tu connais, c'est comme les films d'horreur qui dit inspiré de faits réels. Ça ne veut rien dire. Quels éléments tu as pris en fait? Ça veut tout et rien dire. Et souvent, c'est surtout plus un argument promotionnel qu'autre chose.
Et là, c'est particulièrement vrai parce que dans les médias, ça a été repris partout, ça s'inspire de Anne Ratier. En réalité, dans le film, ça se voit à certains moments, mais c'est très loin d'être présent partout. Et surtout, Anne Ratier, c'était ce qui avait fait beaucoup crier au départ, parce que je m'étais dit, mais c'est bizarre que cette affaire ça provoque un tel tollé, parce qu'on avait aussi l'affaire Marie Imbert en 2000. Sauf que les deux sont pas comparables du tout, parce que la gamine d'Anne Ratier avait 3 ans au moment des faits, là où Marie Imbert, l'enfant était devenu polyhandicapé à 19 ans après un accident grave, et il avait formulé une lettre au président Jacques Chirac demandant le droit de mourir. On peut débattre de si la mère a bien fait ou pas, etc. Mais on peut pas dire que les deux affaires soient comparables. Parce que j'entends souvent des gens faire leur rapprochement, Anne Ratier, Marie Imbert, les gars, ce n'est pas la même affaire du tout. Ah non, clairement pas. Et Anne Ratier, enfin Kazuo en parlera mieux que moi, mais on n'est même pas dans le schéma de l'aidant de la mère qui explose, qui va pas bien et qui s'écroule parce que son enfant est handicapé et que l'État ne l'aide pas et le validisme et tout ça. Là, Anne Ratier, c'était un meurtre. On n'est vraiment pas dans les mêmes schémas. Ça n'a rien à voir. 3 ans 3 ans, merde. Moi, j'étais en mode... Anne Ratier... Ok. Désolée. Oui, Anne Ratier, si tu veux, pour résumer rapidement, le petit garçon, parce que c'est un petit garçon, le petit garçon qui a été tué, il avait 3 ans. Alors lui, il était polyhandicapé très, 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 très lourd. Je pense de toute façon qu'il n'aurait pas vraiment vécu vieux, vu la pathologie qu'il avait. Mais non, les conditions sont absolument pas les conditions d'un aidant en burn-out qui finit par exploser, en fait. Sans compter que l'enfant en question, il a mis 3 jours à mourir. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. L'enfant en question, il a mis 3 jours à mourir et il n'est pas mort des médicaments qu'elle lui a donnés. Techniquement, il est mort parce que on a arrêté de s'occuper de lui, en fait. Ah, là où Marie Imbert, elle a débranché, quoi. Bon, ouais. Avec l'aide d'un médecin. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, c'était surtout l'implication du médecin qui avait fait polémique, parce que le médecin étant soumis au serment d'Hippocrate, son but c'est de sauver des vies. Et du coup, il y avait tout ce débat moral. C'est beaucoup trop complexe, de toute façon, on n'en est pas là pour parler de ça. Mais moi, la question que je pose, est-ce que le côté polémique du téléfilm de Le Bihan résulte plus de problèmes de réalisation que de l'intention de Le Bihan? C'est bizarre comme question, je savais, ça va être galère. Est-ce que le fait que le téléfilm ait des... Parce que je suis désolé, il est mal réalisé le téléfilm, je suis désolé. C'est pas mon avis propre, hein, c'est qu'il y a des erreurs factuelles de réalisation dans le téléfilm. Est-ce que ça n'a pas joué en sa défaveur? Bah, c'est une discussion un peu similaire qu'on a vue tous les deux, vu qu'on l'a vu ensemble avec Kazuo. Oui. Il est très mauvais. Factuellement, Oui. On parle pas d'avis, hein. On parle, tu sais, c'est comme les nanars, on peut les aimer, mais factuellement, ils sont mal branlés. Là, c'est pareil. Factuellement, je vais citer un certain philosophe qui vit dans la jungle guyanaise. Le film est problématique, non pas parce qu'il est problématique, mais avant tout parce qu'il est mauvais, il est mal réalisé, il est mal écrit, les personnages sont très mal caractérisés, et là je vais parler avec mon expérience d'illustrateur auteur de BD, très très intéressé justement par l'écriture des personnages, les tropes, la façon dont on utilise les tropes pour écrire un personnage. Les personnages sont très très mal caractérisés, ça traverse le film. Oui, une partie, pour moi en tout cas, des problèmes de ce film sont essentiellement liés à des problèmes de réalisation. Après, en plus de ça, il y a certains éléments internes de discours où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même au niveau du fond du message du film. C'est ça mélange vraiment les deux en fait. On a un film qui est de base très très mauvais, et en plus à côté, et qui du coup se vautre parce qu'il est mauvais dans son écriture, dans son exécution et dans ses idées, et en plus de ça, il y a un message derrière qui va pas du tout. Et les deux s'auto-alimentent en fait, il n'y a rien qui va du coup. C'est assez catastrophique quoi. Je voulais porter votre attention sur quelque chose d'autre. C'est que il y avait un élément qui était intéressant dans le film, c'était sa plaidoirie de fin. Qui, malgré tout, décrivait une certaine réalité dans la société française actuelle, et qui peut mener à ce que beaucoup de mères arrivent au point de rupture et fassent ce genre de saloperie. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est que on sait que ça existe,
on sait qu'il y a ce problème-là qui sont liés à l'abandon des mères d'enfants autistes, à l'isolement de ces dernières, que certaines qui sont plus fragiles que d'autres commettent l'irréparable. Et je précise bien l'irréparable. Encore une fois, il n'est pas question de cautionner, mais justement la question que j'aimerais vous poser, c'est la fameuse, ce que Michael J. Appelait la question de Tomorrowland, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je laisse Kazuo répondre. Tu seras peut-être plus à même que moi. Je peux essayer, mais le problème en fait, c'est que fondamentalement la réponse, elle est pas. Nous, en tant que personne, d'un point de vue personnel, on peut en parler, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Concrètement, le fond du souci, c'est que ça reste avant tout des décisions politiques. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une véritable politique de prise en charge, de lutte contre ce qu'on appelle maintenant le burn-out de l'aidant, qui est c'est un vrai terme médical qui existe, le burn-out de l'aidant. Un vrai terme médical qui existe. On appelle ça le burn-out de l'aidant naturel ou le burn-out de l'aidant, qui, pour l'anecdote, n'a commencé à être étudié qu'en 2015 dans le cadre bien particulier de la maladie d'Alzheimer, et justement qui étudiait la façon dont les aidants de personnes atteintes de cette maladie vivent et vivent pas, en l'occurrence justement la maladie du conjoint, la maladie du parent, bon, moins la maladie de l'enfant, ça peut arriver dans les cas d'Alzheimer précoce. Et on a commencé en 2015, alors j'ai pas les chiffres, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais les premiers chiffres étaient terrifiants, enfin on était à plus de 50% de la population de ces aidants-là qui étaient en burn-out ou en quasi-burn-out en fait. Donc il y a un problème sociétal très très profond sur le fait que les parents, Angie tu rajouteras si tu veux, les familles de personnes atteintes de maladies, de troubles psy, enfin de ce genre de problèmes, ces familles-là sont laissées à l'abandon. Atteintes d'un handicap, n'ayons pas peur des mots. Oui, voilà, atteintes d'un handicap quelconque, ces familles-là sont laissées en fait. Et quand le handicap, je dirais pas léger parce que léger est pas un bon terme, mais quand le handicap de la personne lui permet quand même malgré tout une certaine indépendance, comme par exemple c'est mon cas, ou le cas d'Angie, je pense que on garde une possibilité d'indépendance qui est quand même pas mauvaise. À ce moment-là, ça va. C'est quand tu perds toute indépendance et que tu es entièrement dépendant de ton proche et que ton proche, il se retrouve isolé, il se retrouve sans soutien, sans aide. Dans certains cas, justement, lui-même malade. Le burn-out de l'aidant, ça reste une variante de la dépression. Donc, tu mets des personnes dépressives, tu leur dis, vous n'avez pas d'aide, débrouillez-vous. Face à une maladie, face à un trouble, face à un handicap quelconque, qui dans certains cas va même s'aggraver en fait. C'est-à-dire que le proche déjà est pas aidé, et en plus il voit la dégradation de l'état de la personne qu'il aime, de la personne qui lui est, de la personne malade, de qui il est proche en fait. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'aller taper aussi loin que ça. Au final, moi je l'ai vécu personnellement, que ça soit pour mon cas à moi, où j'avais un profil d'autisme dit sévère, on va dire, en étant enfant. Et pour mon frère qui a été handicapé à un moment donné de sa vie, malheureusement, dans le cas de mon frère par exemple, il était enfant quand c'est arrivé, il pouvait plus marcher en fait, il était complètement dépendant de mes parents et on nous a abandonnés. En fait, quand c'est arrivé, et je pense que c'est un très bon exemple de comment ça se passe, même pour des handicaps qui sont beaucoup plus importants que ce qu'il a eu lui, parce qu'en fait, une fois que c'est arrivé à mon frère, c'est arrivé très subitement en plus. L'école nous a lâchés, on pouvait plus scolariser, ils nous l'ont refusé. Ensuite, ça a été la famille qui nous a lâchés. On s'est retrouvés tout seuls. On était très isolés. Dès qu'on faisait une sortie, c'était compliqué parce que validisme, rien n'est adapté. Enfin, c'était un enchaînement d'événements qui s'est fait qu'on s'est retrouvés tout seuls. Moi, en tant qu'enfant, j'étais plus grande que lui. Du coup, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans. Je me suis retrouvée avec des membres de ma famille qui venaient me voir pour que je leur avoue que mon frère simulait, par exemple. On en était à ce stade quand même. Et du coup, évidemment, personne n'arrivait. Oui, c'est vraiment arrivé. Une chouette famille. Mais bref, ça a pris des proportions énormes alors que mon frère, il pouvait juste, entre guillemets, ne plus marcher avec des douleurs importantes, mais il ne marchait plus. On n'était pas sur un polyhandicap. J'imagine pas ce que vivent les familles avec un gamin polyhandicapé dans ce cadre-là. Puisque nous, on a subi, en fait. Ma mère a perdu des amis. Dans mon cas, moi personnellement, elle avait des amis qui lui ont demandé de ne plus venir les voir, en particulier avec mon frère. Donc ça a été moins violent parce que on est très très résilient dans la famille et que on avait des amis on avait un meilleur entourage
amical, mais ça a été quand même très très dur et j'ai bien vu en fait l'isolement se créer. Ça, c'était une des réflexions que j'ai faites à ma sœur ou à ma mère, je ne sais plus, sur le fait que on n'a jamais, moi, ma sœur et ma sœur, on n'a jamais invité d'amis à la maison en fait, par exemple. Ce qui est un truc, je pense que c'est un truc que la plupart des gens font. Nous, on n'a jamais invité personne chez nous en fait, par exemple. Mais alors, juste, excusez-moi, il y a mon modérateur Euro qui dit, selon des chiffres de 2016, 44% des aidants éprouvent des difficultés pour concilier leur rôle d'aidant avec leur vie professionnelle, 31% à délaisser leur propre santé et 32% à souffrir d'une fatigue physique chronique. C'est ça. Source venant de essentiel-autonomie.com. Merci Ça doit être ça. Euro l'archiviste. Ça reste quand même très très élevé comme chiffre. Hein. C'est pas un chiffre normal si la société elle prenait en charge justement la famille. Enfin, du coup, pas juste voilà. Du coup, est-ce que on peut dire, est-ce que quelque part on peut reconnaître ça au téléfilm, c'est-à-dire la plaidoirie de fin? Même pas, dans le sens où la plaidoirie, moi je te la découperais en deux parties en fait. Tu as la partie où avec Kazuo on était assez d'accord et on trouvait le message très juste, surtout Kazuo. Oui. On sentait le vécu en fait de Le Bihan pour le coup. Là ça s'était senti qu'il avait bien une fille autiste, que le questionnement de mon enfant n'est pas normal, etc. Que tous les parents doivent avoir. C'était présent, que mes parents m'ont rapporté même personnellement. Mais par contre, après, tu as la deuxième partie où là, c'est juste inqualifiable, où il suggère que l'enfant voulait mourir, en fait, où là, c'est pas excusable. Mais la première partie, où vraiment ça te décrit le mécanisme du parent qui se pose des questions sur son enfant parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas un développement classique, là, pour le coup, ouais, je pense que c'est très réaliste. Et évidemment, on peut pas... désolé. On peut pas nier le burn-out de l'aidant, qui est un vrai problème. Problème que j'ai rencontré en EHPAD d'ailleurs, parce que j'ai travaillé un petit peu en EHPAD, où on avait des services en fait qui étaient dédiés à ça, où en fait la personne malade pouvait arriver à l'EHPAD pour une courte durée, le temps que l'aidant puisse se reposer, se ressourcer avant de revenir chez lui en fait. Donc c'est quelque chose qui existe réellement et il faut en parler, c'est important. Très important, on n'en parle pas assez. Par contre, la forme, la sensation, voilà quoi. Ouais, j'ai plus l'impression que, comme vous me décrivez ça, j'ai l'impression que ce téléfilm... En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, j'ai l'impression surtout que ce téléfilm avait de bonnes ambitions, mais c'était un énorme gâchis dû à l'imperfection du discours. Et c'est vrai que moi, il y avait une phrase que j'ai trouvée bizarre. C'est qu'à un moment, il dit... je sais plus à quel moment du téléfilm, parce que j'avoue que... J'étais un peu perdu. À un moment, on lui dit, on voyait dans son regard qu'elle voulait mourir. Mais comment tu lis? Alors, comment tu lis? Je veux crever dans les yeux de... Je comprends pas. Alors, là, j'ai besoin de prendre 30 secondes pour expliquer un truc d'ailleurs, parce que j'avais dit, enfin, tu sais, j'avais réussi à noter ça dans un coin pour pas l'oublier. Toute la partie sur justement où le bilan suggère que la gamine, la gamine voulait mourir. Il y a un truc très important qui n'est pas assez suivi en France et qui est extrêmement important, et on y a été confrontés, ma famille et moi, c'est les problèmes somatiques. Concrètement, quand tu es une personne handicapée lourde, enfin sévère, donc avec du polyhandicap, avec des difficultés à exprimer ta douleur, comme tu as des difficultés à exprimer ta douleur, ça fait que tu ne seras pas forcément capable de dire et que tu as mal et où tu as mal. Et donc, c'est pour ça que, entre autres, particulièrement, alors pour l'anecdote avec mon frère a eu pendant plusieurs mois une otite purulente, qui est passée complètement inaperçue. L'otite purulente, c'est quelque chose qui fait horriblement mal. Les gens qui sont présents, je vous souhaite de ne jamais avoir ça. Ça fait extrêmement mal. Moi, j'ai juste eu une otite normale. J'ai cru que j'allais me frapper la tête contre un mur pour faire cesser la douleur. Donc, l'otite purulente, c'est ça, mais pendant des mois. Et entre autres, justement, ce qui a fait qu'on a réussi à savoir que c'était une otite purulente, c'est que mes parents ne sont pas restés à écouter les psychiatres à l'époque qui lui disaient mais non, c'est rien, c'est juste des problèmes de traitement. Ils sont allés voir un somatologue. Un somatologue, c'est un type de médecin qui va étudier justement, entre autres spécifiquement les bébés, les personnes très âgées et les personnes handicapées, et qui va vérifier s'il y a ou non une douleur physique, donc une maladie passée inaperçue, une blessure passée inaperçue, ce genre de choses. Parce que les bébés, les personnes handicapées et les personnes âgées ne savent pas forcément exprimer la douleur. Donc, et c'est quand on sait ça et quand on a connaissance de ce détail-là, toute la partie avec oui, mais la gamine, elle voulait mourir. Là, justement, tu dis bah non, le problème c'est que tu ne sais pas si elle voulait mourir ou si c'est juste qu'elle exprimait une douleur physique due à une maladie, en fait. Je vois. C'est pour ça que ce passage-là, pour moi, ne passe pas, parce que le film, dans son écriture globale, ne prend pas le temps de dire attention, on a fait vérifier auprès d'un somatologue, physiquement, la gamine, elle allait bien.
là, t'es dans l'écriture. Là, t'es dans l'écriture de. On quitte. Je vais beaucoup parler d'écriture et d'écriture de personnages, c'est-à-dire que je vais essayer d'analyser la façon justement dont les personnages sont écrits, le scénario est écrit, et pour dire attention, là il y a une erreur de scénario, là il y a une erreur d'écriture de personnage, en fait. Voilà, j'ai essayé d'être clair. Non, non. J'espère que je suis claire. Non, non, il n'y a pas de souci. Et puis, en plus, il me semble que tu écris toi-même des histoires en Oui, parallèle. Du coup, ça doit aider pas mal, ouais. Parce oui, que j'écris je des crois que, histoires et je crois entre que autres justement. tu as un webcomic en pause, il me semble. Ou c'était une fille, ou je sais J'ai un plus. webcomic en pause et j'en ai un autre sur lequel je travaille pour le présenter à une maison d'édition dans la deuxième partie de l'année. On croise les doigts. On croise les doigts. Et Attends. j'ai une bêta lectrice qui est bêta testeuse et qui travaille sur des visual novels. Donc justement, on a énormément de discussions et d'analyses autour de l'art d'écrire un scénario, d'écrire des personnages de manière à les rendre cohérents. Et ça nécessite pas forcément, d'ailleurs, ça nécessite pas forcément de beaucoup de temps d'écran pour décrire un personnage. C'est-à-dire qu'on a parfois besoin de juste de quelques lignes. Mais si on sait le faire et si on le fait bien, le personnage, tout le monde va comprendre comment il va marcher. Et les réactions que le personnage aura durant l'histoire paraîtront normales, en fait. Hmm. Et c'est ça que le film, entre autres, justement, ce film ne réussit pas à faire comprendre comment fonctionnent les personnages en très peu de lignes, et ça fait qu'on passe le film à se dire oui, mais bon, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Oui, mais ça, tu le montres pas. Oui, mais ça, c'est pas logique. Un autre des problèmes de ce film. Mais comment expliquer que France 2, parce que vous parliez à un moment de la communication catastrophique de France 2 sur le sujet, comment expliquer que France 2, qui d'habitude n'a pas un poil dans la main sur ces questions-là, parce que c'est quand même eux qui ont diffusé le cerveau d'Hugo, qu'on peut pas reprocher d'être un docu-fiction au ras des pâquerettes, qui avait même permis d'aborder certains tabous vis-à-vis de l'autisme. Comment expliquer que France Télévisions se soit autant vautré en termes de com? C'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Je pense que le bilan, il y a sans doute sa part aussi. Parce que mine de rien, il y a quelques années de ça, il avait fait pareil, ça c'est pareil, un téléfilm pour le 2 avril, qui était un ramassis de clichés habituels sur l'autisme. C'était pas au niveau d'aujourd'hui, donc ça n'a pas fait polémique énormément. C'est resté dans les cercles d'autistes, on va dire. Par contre, je pense que le bilan a un peu du pouvoir sur France 2 en vrai là-dessus, parce que c'est un des acteurs vedettes, mine de rien. Et que du coup, ça y a joué. Après, exactement, qu'est-ce qui s'est passé, quelle décision a mené à ça, aucune idée. Dans tous les cas, c'était pas du tout une bonne idée. Et on est en plus dans un contexte politique assez compliqué vis-à-vis de ça. Et c'était vraiment pas le bon timing, quoi. Parce que mine de rien, ce film est arrivé au moment où on parle du suicide assisté, ce qui pose énormément de questions. Parce que dans une société où les personnes handicapées ne peuvent pas vivre dignement, ben, en fait, elles peuvent pas faire un choix éclairé si elles choisissent le suicide assisté, en fait. Ça pose des problèmes éthiques évidents. Et enfin bref, il y avait plein d'éléments politiques actuels qui faisaient que c'était en plus vraiment pas le moment en fait. C'est plein d'événements qui se sont corrélés qui ont fait que vraiment c'était pas une bonne idée. Au-delà même du message de base qui pose problème évidemment et qui aurait posé problème même si c'était sorti l'année prochaine quoi. Hmm. Mais c'est plein de facteurs je pense dont on n'a pas toutes les clés aujourd'hui qui ont mené à ça, peut-être des mauvaises influences, peut-être des mauvaises personnes qu'ils ont contactées pour se renseigner, j'en sais rien. Mais en tout cas Un oui. scénariste de merde. Pardon. Bah, Désolée. en fait, est-ce que Samuel Le Bihan n'aurait pas pu juste déléguer certaines tâches, vu que c'est lui qui a écrit le scénario? Ouais, ça aurait été bien. Ouais. Après, Samuel Le Bihan n'est pas à son coup d'essai, hein. Il avait notamment écrit le livre Ce bonheur que je ne souhaite à personne sur Oui. l'autisme, dont rien que le titre que j'ai lu pour mon mémoire, parce que j'ai fait un mémoire sur l'étude de l'autisme dans les médias, dans l'art, etc., et son impact sur la communauté autiste. Donc je l'avais lu pour ce mémoire. Ce livre-là posait quelques problèmes dans son discours déjà. On y retrouve certains éléments qui sont très discrets dans le téléfilm, on en retrouve quand même, notamment des critiques assez ouvertes sur la neurodiversité qui ne sont pas justifiables dans ce cadre-là en plus, parce que c'est très discutable certains points, mais là pour le coup, bref. Ce livre avec également du coup quelques petits problèmes, c'était pas au niveau de ce téléfilm-là, c'était pas non plus à ce stade, mais quand même, et on parle de Samuel Le Bihan qui a fait le tour de plateau télé en pleurant sur l'autisme de sa fille, en la déshumanisant énormément. Enfin,
de base, il en parle pas bien, on va dire, en étant gentil. Oui, il y a des gros problèmes dans la façon dont Samuel Le Bihan traite de l'autisme, que ça soit de sa fille, comme en général, parce que ben, tu peux pas en fait parler d'une personne autiste, même d'un enfant, qu'en mettant limite un animal, en fait, c'est pas possible. Donc en fait, c'est pas juste parce que c'est pas juste un gros dérapage et bon, vas-y, ça peut arriver. Son Non. moment, c'était sa pensée, son moment, il s'est planté. C'est que visiblement, il n'en était pas à son premier gros fail, comme diraient les médias d'aujourd'hui. En fait, il enchaînait les casseroles depuis le début, quoi. Oui, Alors, après, moi, les casseroles, il n'était pas à ce niveau-là, quoi. Hmm. voilà. Et moi, en général, j'évite de juger les parents. Je pas, je pense que, enfin, Non, on va pas commencer à faire du bétolaimisme. Pardon. on va éviter de parler d'Ethelheim. Non, 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 non. Non, non, Bon. j'ai eu des critiques sur le radio dojo de Rougeron. On disait, ah, il tape un peu trop sur les totons, c'est pas pour changer de bouc émissaire. Voilà. On va éviter. Bettelheim, c'est un mauvais rêve collectif Oui, oui. que la Oui. France a un peu beaucoup trop cru pendant des années. Ah, encore aujourd'hui, il est encore étudié dans certaines écoles, Oui. malheureusement. Dans mon ancienne fac, par exemple. Mhm. Comme Bah, Fred. le pire, c'est que ce serait pas forcément idiot en théorie de l'étudier, mais de l'étudier, je vais dire, de manière extérieure. C'est-à-dire, tu l'étudies pas en disant c'est totalement juste ce qu'il dit, prenez en Ouais. compte ce qu'il dit, mais plus en disant regardez, dans le cadre de l'histoire de la psychiatrie et de la prise en charge de l'autisme, à un moment donné, on a eu Bettelheim, il a eu des théories, c'est complètement de la merde, c'est complètement faux, arrêtez de les écouter, mais en tant que tel, pour garder, je dirais, des traces de l'histoire de la psychiatrie moderne, Mm. en tant que tel, parler de Bettelheim dans ce contexte-là, ça pourrait être utile. Mais là, dans le contexte de la prise en charge des personnes autistes, non, c'est complètement débile. Mm. Euh, Après, il y a pire. Je pense que Angie va pas trop apprécier qu'on cite Varlovas. Moi, j'ai pas de problème. On va arrêter. Putain, je voulais faire tout pour éviter de déraper, bah voilà. Bon, remarque, on n'insultait personne. Bon, mais bah, je pense qu'on a. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait dire sur cette polémique-là? Est-ce qu'il y a, selon vous, un programme, que ce soit un documentaire, un docu-fiction ou une fiction tout court, qui aborde mieux ce sujet du burn-out de l'aidant et de ses conséquences catastrophiques? alors, si je peux parler, oui, il y en a. On n'est pas d'accord avec Angie et moi, on a un petit point de désaccord sur ce film en particulier. Je pense qu'elle devine de quel film je vais parler. Oui. Tu veux dire comment est Angie avec la méthode ABA? Non, on rigole. On essaie de détendre un peu l'atmosphère, oui. tranquille. Voilà. Non, mais on va parler de Hors Normes, donc de Je l'ai pas Olivier encore. Toledano et Nakache et Toledano. Donc ceux qui ont fait Nakache et Intouchable. Toledano. Voilà, ceux qui ont fait Intouchable. Et qui, pour le coup, le fait. En plus, Hors Normes se permet le luxe de parler de l'autisme sévère, très sévère, et d'en parler extrêmement bien. De mon point de vue personnel, de personne qui est un peu concernée. Et surtout, en fait, après, personnellement, en tant que personne qui écrit des histoires et qui lit beaucoup d'histoires, j'ai tendance à préférer le tragicomique. Je trouve que le tragicomique, en tant que genre, rend mieux la complexité de la vie. Et à la fois à quel point la vie, c'est quelque chose d'abominable, d'horrible, qui peut être parfois abominable, mais aussi avec ces petits moments drôles, les moments même parfois drôles de manière involontaire. Et je trouve que Hors Norme, sur le burn-out de l'aidant, le fait très rapidement, à un petit moment précis du film, mais il le fait de manière extrêmement efficace. C'est triste, c'est drôle, c'est touchant. En 5 minutes, tu as fait le tour de la question, ça te rappelle que la position des aidants naturels, c'est une position qui est très dure, que la position des mères d'autistes, c'est une position où elles sont exposées à tout, c'est-à-dire que quoi qu'elles fassent, elles sont en tort. Quand elles font bien, c'est pas assez bien. Quand elles font mal, elles font mal et elles avaient pas. Et voilà, elles prennent littéralement pour tout le monde en fait. Et je l'ai bien vu avec ma mère. Ma mère est très résistante, mais elle a pris cher pendant des années pour rien en fait, concrètement. Alors qu'elle s'est toujours battue pour moi et mon frère, elle a toujours fait de son mieux. Et c'est pas évident. Genre là. Et oui, je trouve que ce film-là, sur ça en particulier, le fait très très bien. Alors pour les non-initiés, quand une tragicomédie, c'est une tragédie qui se termine bien. C'est le style de Corneille dans la littérature, par exemple. Voilà. Et par contre, Hors Norme, j'ai un peu l'impression que c'est un film qui déchaîne les passions, parce que moi, j'avais acheté le Blu-ray. Pourquoi? Parce qu'il m'avait été recommandé par Laurent Charrier.
Ça et m'étonne pas. qui en dit énormément de bien depuis que je fais des lives avec lui. Et j'ai entendu également des retours négatifs. Alors, je savais en partie que Angie avait mis des réserves par rapport à ce film, et j'ai une personne de mon entourage dont je tairai le nom qui lui-même a vu le film et a dit non. Donc, j'ai l'impression un peu que c'est un film qui déchaîne les passions. Mm, mm. Oui, clairement. Après, par contre, je rejoins Kazuo dans ce qu'il dit. Oui, clairement, pour le passage du burn-out des aidants, c'est très bien géré dans la norme. Dommage que ça vienne d'un passage problématique dans notre documentaire, mais... mais en soi, dans le film, c'est bien géré. Faut que je le Ça, oui. regarde. Putain. Oui. Dans Blu-ray, je l'ai pas encore regardé. En fait, ce que tu peux faire quand tu regardes Nora hors norme, c'est regarder hors norme et regarder ensuite qui est le documentaire qui est un pour un, je crois, Oui. qui est le documentaire que Nakash et Toledano ont fait sur l'association qui a servi de matériel de travail à hors norme et qui en tant que tel est intéressant dans le sens où il montre un peu, je dirais, ouais, une situation un peu utopique pour les autistes lourds, c'est-à-dire un cadre de suivi où ils ont un éducateur spécialisé par personne autiste qui va le suivre, qui va l'accompagner. Enfin, il y a un travail, l'association en question fait un très très gros travail. Mais le problème, c'est que cette association-là, elle n'existe que parce elle a énormément de dons. Enfin, c'est un contexte que tu ne peux pas reproduire à la plupart, tristement, à la plupart des associations en France. Mais bon, là, on va pas diverger sur les associations gestionnaires, sinon Ouais. je pense que Angie, elle va. À la base, on parlait de programmes qui abordent bien le sujet du burn-out de l'aidant. Donc toi, Kazo, tu avais dit hors norme, et toi, Angie? Alors, moi, pour le burn-out des aidants, j'ai pas grand-chose à te conseiller parce qu'il n'y a pas tant d'œuvres qui le traitent. Au final, je suis d'accord avec Kazuo en plus là-dessus. Moi, je reviens juste très vite fait sur un plus un, je crois, je sais plus. Bref, le documentaire que c'était un pour un, que c'était Kazuo, juste pour prévenir. Moi, personnellement, j'ai très mal vécu son visionnage. J'ai dû arrêter plusieurs fois de le voir. J'ai fini en larmes devant parce qu'il y a des scènes de violence quand même dedans. Et bref, faites gaffe à vous quand même. Âme sensible s'abstenir. Il y a plusieurs scènes de contention en fait. Enfin, je pense voir Alors pour le coup, je pense que les personnes qui le visionneront, qui sont pas autistes, qui sont pas handicapés psy et qui connaissent pas, verront, je pense pas le problème. Mais effectivement, la contention quand on est directement concerné, ça peut être très très impressionnant à voir. Je suis avec eux. Je vais pas. Non, j'ai neutralité, Radio Dojo, je dis rien, et puis j'ai pas envie de me rengueuler avec un certain vidéaste. Donc voilà. Nous sommes là pour parler de choses joyeuses ou pas. Non, mais je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus casse-gueule, et finalement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Alors, Nico. Par contre, désolé, j'en profite, vu que j'ai pas de truc vraiment recommandé sur le burn-out des aidants, pour conseiller Le Petit Chasseur de Fantômes, qui est un très bon docu sur l'autisme, qui est très bien fait. Et voilà, regardez. Et Le Cerveau d'Hugo, tu le conseillerais ou pas? Alors, je l'ai vu, mais il y a longtemps, donc j'ai pas trop de souvenirs, honnêtement. J'en ai gardé un bon souvenir. Du peu que j'ai vu de Le Cerveau d'Hugo, je l'ai vu il y a longtemps. J'en avais gardé un bon souvenir dans l'ensemble. Oui. Alors, pareil, par contre, Ouro qui dit t'as 2 heures de plus, Taiki. Tu pourrais préciser pourquoi, Ouro, s'il te plaît? Non, bah. Je vais pas avoir 2 heures. Donc, t'as dit c'est Le Petit Chasseur de Fantômes, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Moi, je suis désolée, je vais pas avoir 2 heures de plus. Hein. Je vous adore, c'est génial, c'est super intéressant, mais je vais pas taper sur les toits. C'est le problème de Roux, c'est que des fois, il lâche des phrases comme ça. Pour parler des astres. Non, Roux, on a dit non, pas de hors-sujet. Non, en fait, il déconne. Bah, écoutez, après, j'ai pas l'impression qu'on peut un peu aborder davantage, mais si on peut conclure, en fait, l'affaire tu ne tueras point. Du coup, est-ce qu'on peut résumer par quoi? Un énorme gâchis? Un énorme échec. Un énorme échec? Ah oui, clairement. Ça revient à ce qu'on disait, parler du burn-out de l'aidant. Casio, s'il te plaît. Casio. On l'a perdu. Ouais, on a perdu Casio. Bref, c'est ce qu'on disait au final. Parler du burn-out de l'aidant, c'est super important. Il faut le faire. Mais bien le faire, c'est un sujet qui est très délicat. Et on peut pas le faire comme ça, quoi. D'accord. C'est une occasion manquée et ratée, parce qu'en plus, le message derrière, il est pas bon du tout. Il est même dangereux. Donc, oui. Voilà. D'accord.
Casio, t'as envie de compléter? Non, pas spécialement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Angie, pour le coup. Voilà. Je vais pas pouvoir rester. Bah, tristement, je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je suis un peu en déplacement et Non, non, il a pas de on se souci. lève tôt demain. Mais de toute façon, je pense qu'on a abordé le nécessaire. Bah écoutez, Angie, Casio, je vous remercie Oui. d'avoir accepté, d'avoir maintenu votre présence malgré le sujet. Merci d'être venu vers moi aussi, parce que c'est très rare quand ça arrive. C'est arrivé 2 fois depuis la création de Radio Dojo. Donc, Je te connaissais de référence et j'aimais bien. Enfin, je te connaissais de nom, je connaissais un peu ton travail et c'est vrai que j'avais remarqué que tu étais intéressé pour ce genre de sujet et assez objectif et neutre pour pouvoir justement accepter d'en parler et d'en parler bien en fait. hmm, Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Angie et Angie m'a dit oui. Et après je t'ai ok. proposé et t'as dit oui et c'est bien. D'ailleurs, Angie, pourquoi tu as dit oui? Parce que je Ouais, c'est trouve que vrai. c'est important d'en parler, parce que personne ne le faisait, surtout au moment où Kazo m'en a parlé. Et parce que tu avais l'air d'être quelqu'un qui écoute. Et voilà. D'accord. Mais ben, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie à vous d'avoir assisté à ce live. Bon, plus court que prévu, mais c'est vrai qu'on a un peu marché sur Mais des œufs. Malgré tout, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui regarderont la rediff, essayez d'éviter de transformer les commentaires en champ de bataille. Vous êtes des gens civilisés et disciplinés. Voilà, c'est par la discussion, par la diplomatie, par l'écoute et par la compréhension de tout un chacun qu'on peut avancer dans ce genre de situation épineuse. Une situation épineuse. Donc voilà. Le prochain radeau de jeu, c'est dans 2 semaines. Comme d'hab, je ne vous dis pas le nom de l'invité, je vous le réserve pour la veille. Pour ceux qui regardent les streams gaming, donc c'est le samedi collectaphone, donc samedi, le Ré-Marathon lundi, vous connaissez les rendez-vous habituels. N'oubliez pas que la chaîne Twitch de Ketaki Senten, donc ma chaîne Twitch qui anime Radio Dojo, est affiliée Twitch, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne par don, par sub ou pour autre si le cœur vous en